Bonjour André, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Donc, est-ce que tu pourrais dire quelques mots pour te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, etc. Salut Mélanie, donc merci de m'avoir invité. Je m'appelle André Dubois, j'ai un blog qui s'appelle trafficmania.com, qui est un blog web marketing, donc qui est vraiment positionné sur les questions de trafic, sur les questions de qualité d'écriture, sur les questions de positionnement, qui sont des points absolument fondamentaux si on veut réussir à monter un business en ligne en fait. Justement, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le positionnement? Qu'est-ce que toi t'appelles le positionnement? Parce que moi, en tant que blogueuse débutante, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'entendre. Alors, qu'est-ce que t'appelles le positionnement? Le positionnement, c'est une des choses les plus fondamentales pour réussir son business sur Internet. Et c'est une des choses qui est le plus souvent ratée par les blogueurs débutants. Donc ça mérite vraiment d'y passer du temps. En gros, c'est deux choses. C'est dans quelle thématique tu vas bloguer, okay, mais c'est surtout comment tu vas aborder cette thématique. Donc il y a il y aurait énormément de choses à dire en fait. On pourrait en parler des heures du positionnement marketing. Mais pour quelqu'un qui débute ou pour quelqu'un qui commence sur Internet, à mon avis, ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, il faut absolument choisir un blog sur une thématique qui est prouvée. Alors, aujourd'hui, le marché blogging, il est mature, d'accord? Donc, on sait par expérience qu'il y a des thématiques qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, tu as des grands classiques comme, je sais pas, l'immobilier, la santé, le développement personnel, etc., etc. C'est beaucoup plus, à mon avis, pertinent d'aller sur une thématique sur laquelle il y a déjà du monde, parce que ça prouve qu'il y a un marché. D'accord ? Et il n'y a pas une question de concurrence éventuellement quand on se dit ouais, il y a beaucoup de monde par exemple qui font des blogs de développement personnel, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de lancer dans une thématique qui a l'air un peu bouchée, tu vois, un nouveau blog sur le sujet? Alors, la vraie question, c'est combien de bons blogs de développement personnel il y a. Et là, tu verras qu'il y en aura déjà beaucoup moins. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, la théorie de la pizzeria. La théorie de la pizzeria, c'est quoi? C'est que moi, j'ai remarqué que dans mon quartier, et c'est comme ça dans toutes les villes de France, tu as beaucoup plus de pizzerias que de restaurants, je sais pas, de restaurants égyptiens ou de restaurants éthiopiens. Pourtant, la cuisine éthiopienne, elle est réputée. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement, les gens préfèrent manger des pâtes et des pizzas. C'est pour ça que finalement, si tu voulais monter un restaurant et réussir à avoir une affaire qui tourne, à mon avis, ça serait beaucoup plus pertinent d'essayer d'ouvrir une pizzeria, mais d'essayer d'ouvrir la meilleure pizzeria de la ville, que d'essayer d'ouvrir un restaurant de cuisine éthiopienne, qui peut être très bon aussi, mais qui a un potentiel beaucoup plus faible. Donc à mon avis, il vaut mieux aller sur des thématiques qui sont prouvées, qui prouvent l'existence d'un marché, qui prouvent l'existence d'une demande, et essayer de s'y imposer par la qualité, que de partir sur des positionnements ou sur des niches que personne connaît et où finalement, évidemment, tu peux réussir, c'est pas impossible, mais où finalement, tu prends quand même un risque qui est beaucoup plus gros. Parce qu'une fois que tu as créé ton blog, que tu as créé du contenu, enfin je veux dire, tu y as passé des semaines, tu y as passé des mois, et si tu te rends compte, je sais pas, au bout d'un an de travail, que tu as fait le mauvais choix, ça risque d'être un moment très difficile à passer. Mais c'est vrai qu'après, moi je pense quand même que ça peut être un peu angoissant, si tu veux, de se lancer dans un domaine où il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de concurrence, surtout quand tu sais on démarre, on n'est pas sûr de soi, etc. C'est vrai que les histoires de positionnement, on n'y pense pas d'instinct. Justement, je me demandais aussi toi ce que tu pensais des blogs un peu, donc on va appeler ça les blogs lifestyle si tu veux, qui parlent un peu de tout et de n'importe quoi, qui n'ont pas de sujet précis. Est-ce que tu penses que ces blogs-là, ils ont un potentiel nul pour ce qui est d'être rentable, de fonctionner? Après, est-ce qu'ils ont un potentiel nul? Le problème des blogs lifestyle, comme tu dis, c'est que ça parle un peu de tout. Ça va parler de voyage, ça peut parler de recettes, ça peut parler d'une méthode pour mieux s'endormir, ça peut parler de productivité au travail. Et le souci, c'est que quand tu essayes de parler à tout le monde, finalement, tu parles à n'importe qui. Il y a un exemple que j'aime bien et qui permet de vraiment illustrer le fait que son positionnement, il doit être ciblé. Le problème des blogs lifestyle, c'est qu'ils sont tellement larges qu'ils ont du mal à faire des ventes. Imagine que tu veux monter un blog sur l'automobile, d'accord? Tu pourrais dire, ouais, après tout, en France, il y a 40 millions de personnes qui ont une voiture, donc le potentiel, il est énorme. Mais si tu montes un blog en parlant, je sais pas moi, des nouveaux modèles, je sais pas, chez BMW, chez Mercedes, etc. Ok, tu vas avoir des lecteurs, mais qui va être suffisamment intéressé pour acheter quelque chose?
Alors que si tu montes un blog orienté sur le pilotage sportif et t'expliques aux gens comment conduire plus vite sur circuit, tu vas toucher beaucoup moins de monde, mais tu vas toucher des gens qui sont des vrais fanats. Donc tu vas avoir une audience qui sera beaucoup plus restreinte, mais tu vas avoir un taux de conversion qui va être beaucoup plus élevé. Et voilà. Que si tu veux faire des ventes, vendre des formations, tu y arriveras beaucoup plus sur le petit blog ciblé que sur le gros blog large. Donc le problème que les blogs lifestyle ils ont, c'est qu'ils parlent de tellement de sujets que finalement personne ne se dit ok, ça correspond tellement à mon problème que je vais acheter quelque chose. Par exemple, il y a un bon exemple qui est connu, celui de Marie Kondo. Tu sais, c'est Oui. la papesse du rangement, d'accord? Donc elle a fait fortune en expliquant comment on range ses placards, d'accord? Et on pourrait dire que c'est un blog lifestyle parce que finalement, si tu organises ta maison, tu organises ta vie. Ou alors, on pourrait dire que c'est aussi du développement personnel parce que tu arrives à reprendre un petit peu la main sur ton environnement, etc., etc. Et son positionnement, il est super niché en fait. Elle explique aux gens comment on range une maison, mais elle parle pas de déco en tant que telle. Elle parle pas de voyage en tant que tel, elle parle pas de développement personnel en tant que tel, mais il y a des gens qui retrouvent ces sujets dans ce qu'elle fait, d'accord? Donc c'est vraiment vraiment important, et ça aussi c'est une erreur très courante en matière de positionnement, c'est ok, une fois que tu as choisi ta thématique, sous quel angle tu vas la prendre? Quel problème tu vas pouvoir résoudre? Marie Kondo, elle a dit, bah moi je vais expliquer comment on supprime le bordel dans les maisons. Quelqu'un qui fera un blog sur l'automobile, il va expliquer comment on fait un tour de circuit plus vite. Et quelqu'un, à mon avis, dans le développement personnel, ben, plutôt que de partir dans des généralités, il devrait prendre des problèmes qui sont très très spécifiques. Donc, je sais pas moi, les problèmes de couple ou rebondir après une épreuve, etc., etc. Et je pense que un blog lifestyle, il aurait plus de chances de réussir sa monétisation en étant aussi extrêmement extrêmement ciblé. Par exemple, comment devenir voyageur à plein temps, ben, on peut imaginer que c'est un blog lifestyle parce que tu vas parler de destination. Et tu vas expliquer ben, justement tes bons plans voyage, etc., etc. Mais si tu commences à mettre un peu de mode, un peu de voyage, le dernier bouquin que tu as lu, on est plus en fait dans le journal intime que dans le véritable business. Et tu penses vraiment que ce type de blog ou journal intime, comme je le disais, il y a vraiment un potentiel zéro dessus, ou il y a quand même moyen un petit peu, à condition d'avoir plus de trafic, bien sûr, hein, vu que c'est du trafic moins qualifié. Est-ce que tu penses que des blogs lifestyle génériques, un peu qui parlent de tout, pourraient quand même se monétiser, ou c'est vraiment À mon plutôt, avis, c'est difficile. Hein. À mon avis, ouais. c'est difficile. Enfin, je pense que parce que après, tu vas être en concurrence en fait avec les magazines, tu vois, les Mhm. gros magazines en ligne qui eux se monétisent par la publicité parce qu'ils ont des trafics énormes. Mais qu'est-ce que tu peux vendre comme formation? Je sais pas, tu peux expliquer quels sont les endroits qu'il faut visiter à Rome ou à Paris et faire des sortes de guides. Mais là, tu es en concurrence frontale avec des guides que tu peux trouver sur Amazon et qui seront plus complets que toi. Pareil, après, sur tout ce qui est conseil de mode, c'est compliqué. Tu peux vendre des guides pour éviter les faux pas ou ce genre de choses pour apprendre à s'habiller, améliorer son style. Mais là aussi, tu vas être en concurrence avec les gros magazines féminins. Donc c'est très très compliqué selon moi. Toi, quelle est ton expérience au niveau du positionnement? Est-ce que dès le premier blog que tu as créé, par exemple, tu t'as pensé directement au positionnement ou pas du tout? J'y ai pensé, mais je me suis trompé. Le tout premier blog que j'ai créé, c'était un blog sur les ressources humaines. Parce que moi, je travaillais dans l'industrie et je changeais d'emploi régulièrement et j'étais assez fort pour créer un réseau professionnel, pour passer les entretiens d'embauche, pour faire des CV. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'arrivais à bien faire. Donc je me suis dit, je vais bloguer là-dessus. Et j'avais un trafic, on va dire, d'estime et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à vendre mes produits. On parle de, je sais pas, je crois à peu près 800 € générés sur 6 mois. Et pourquoi ça n'a pas marché? Non pas que les gens étaient pas intéressés par le fait de savoir faire des CV, non pas le fait que je ne règle aucun problème. Non, je réglais un vrai problème pertinent pour beaucoup de gens, c'est-à-dire le chômage. Le souci que j'ai eu, c'est quoi? C'est que je parlais à tout le monde. Et finalement, entre, je sais pas moi, un jeune qui sort avec un diplôme, une personne de plus de 50 ans qui se retrouve au chômage, qui n'a pas de diplôme, entre quelqu'un qui travaille dans l'industrie ou quelqu'un qui travaille dans la banque, c'est difficile de trouver des points communs. Donc finalement, tu vas pas fédérer suffisamment d'audience. Donc finalement, j'apportais rien de plus qu'un guide sur la recherche d'emploi que tu peux acheter sur Amazon. En revanche, sur la recherche d'emploi, il y a un blogueur américain
qui s'est spécialisé sur la banque d'investissement. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un emploi dans la banque d'investissement? Donc c'est super ciblé, mais lui il cartonne. Donc il touche moins de monde, mais il touche vraiment une audience qui veut percer dans ce milieu-là et qui est prête à dépenser des grosses sommes en formation. Donc là encore, le positionnement fait toute la différence. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense des positionnements. Au début, je me suis trompé, mais après, c'est une erreur que j'ai arrêté de faire. Après, j'ai blogué sur un domaine qui n'a strictement rien à voir, qui est le tir sportif. Et là, en fait, j'ai tout de suite eu en fait une espèce d'optique business parce que à cette époque, je me suis inscrit dans un club en fait pour découvrir ce sport. Et j'ai très vite identifié que c'était un sport très technique et qu'il n'y avait quasiment pas de moniteur. Donc je me suis dit, on peut vendre de l'enseignement en ligne. Et d'ailleurs, ça l'a fait. Quand je me suis fait licencier, j'ai monétisé le blog, il a tout de suite marché. Et puis, ça m'a permis de tester plein de choses en blogging. Et ensuite, je me suis dit, bah voilà, là, j'ai la crédibilité pour aller sur le web marketing parce que j'ai testé le coaching, j'ai testé les espaces abonnements, j'ai testé les produits premium, les e-books. Donc, voilà, ça faisait 3 ans que je vivais 100% de mes sites et j'ai créé Traffic Mania. D'après toi, c'est quoi le plus rentable pour un blog? S'il y avait juste un truc, est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est la vente de produits? Qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent? Ça dépend des moments, en fait. Si tu es en démarrage blogging et que tu as une liste qui va tourner aux alentours de 1000 inscrits, ce qui rapporte le plus, c'est le coaching. Parce que tu n'as pas besoin d'en vendre beaucoup et c'est facile à vendre parce que c'est sur mesure. Mais tu vas être limité par ton temps parce que évidemment, tu ne pourras pas coacher plus de, je sais pas, X personnes par mois puisqu'il va falloir passer du temps avec chaque personne. Ça fonctionne très bien au début. Ensuite, à partir du moment où tu as une liste importante, là, il faut mieux vendre des produits téléchargeables, donc des formations. Alors après, en termes de prix, on peut se poser la question de est-ce qu'il vaut mieux vendre des e-books à 17 €, des formations à 100 € ou des produits très chers à 1000 €. Alors, moi, j'ai testé à peu près tous les prix, enfin non pas tous les prix, mais j'ai testé, on va dire, des prix qui vont de 7 € à 600 €. Et finalement, ma conclusion, c'est que c'est pas toujours. Enfin, en général, on gagne plus d'argent quand c'est plus cher, mais à liste équivalente, tu as des effets de volume qui compensent. C'est-à-dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec des e-books à 17 €, comme on peut gagner beaucoup d'argent avec des formations à 100 €, comme on peut gagner beaucoup d'argent avec des formations à 600 €. Simplement, à chaque fois, tu vas vendre un petit peu moins. Donc la règle, c'est que dans ta catégorie de produits, il vaut mieux essayer de vendre le plus cher possible. Mais il n'y a pas de vérité absolue entre les produits ultra premium et les e-books, par exemple. Les deux peuvent marcher très bien. Il faut simplement pas se tromper. Par exemple, quelqu'un qui partirait sur les e-books alors qu'il a une liste de 1000 personnes, c'est une grosse erreur parce qu'il n'aura pas assez de potentiel de vente pour générer des revenus suffisants. Justement, ça c'est quelque chose que je retrouve pas mal sur ton blog. Tu dis souvent, bon après, comme tout le monde, hein, qu'en dessous de 1000 inscrits, en fait, il vaut mieux attendre un petit peu de développer sa liste, etc. Pourquoi 1000 inscrits, en fait? Ça sort d'où ce chiffre? En fait, 1000 inscrits, en fait, un blog, il va rapporter environ 1 € par mois et par inscrit. D'accord? Donc après, ça dépend des thématiques, ça dépend de ton talent, mais voilà, c'est une cote mal taillée. Tu vas gagner, on va dire, entre 75 centimes et 2 €, mais en général, on prend 1 € par mois et par inscrit. Donc quelqu'un qui veut vivre du blogging, le minimum, je veux dire, si tu es célibataire et que tu as des dépenses contenues, le minimum, c'est quand même 1000 €. D'accord? En dessous de 1000 €, c'est compliqué de réussir à vivre de ça. Enfin, je veux dire, à la fin, tu n'arrives pas à payer tes factures. Donc, je pense que ça vient de là. Je pense qu'en dessous de ça, le potentiel business, il n'est pas suffisant pour pouvoir dire que tu peux en vivre. Tu vois? Donc, en général, on commence à 1000 € à mon avis, parce que c'est à partir de là que tu peux commencer à te poser la question de stop mon boulot, voilà, je deviens 100% blogueur ou pas. Au niveau de la question éthique, puisque je t'en ai un peu parlé auparavant, moi j'ai beaucoup de soucis avec tout ce qui est éthique, etc. Est-ce que tu penses vraiment que n'importe qui peut proposer du coaching, n'importe qui peut proposer des produits numériques assez chers, etc. Ou est-ce que vraiment il faut avoir des compétences pour pouvoir proposer des formations, du coaching, etc. Alors, le problème, il est plus large, c'est dans quelle mesure tu peux vendre de la prestation. Moi, je pense qu'il y a 2 critères à respecter. Le critère numéro 1, c'est est-ce que ce que tu proposes va aider les gens, d'accord? Donc, que ce soit un e-book, que ce soit un produit ou que ce soit du coaching, est-ce que tu vas aider les gens, ok? Et la deuxième question à se poser, c'est est-ce que ce que tu vends, c'est un prix qui est juste? C'est sûr que si tu vends un e-book 500 €,
c'est pas terrible. Si tu vends une formation qui dure 1 heure, 500 euros, c'est pas terrible. Si tu vends une formation qui fait 3 heures, 1000 euros, c'est trop cher, d'accord? Donc, la crédibilité, en fait, c'est ta capacité à pouvoir aider les gens. Donc, finalement, aider les gens en coaching, ça paraît intimidant au début, mais en fait, ça te donne beaucoup d'informations parce que les gens vont se confier à toi et ça va te permettre de mieux connaître ta thématique. Donc après, tu feras de meilleurs e-books et de meilleures formations. Et puis, ça va t'amener aussi une vraie crédibilité. Donc, il faut pas. Enfin, moi, je comprends que le premier coaching, par exemple, ça soit quelque chose de flippant, mais si tu es capable d'aider les gens dans un e-book, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable d'aider les gens au téléphone ou par Skype. Donc, à mon avis, il faut pas hésiter. Le vrai problème, c'est les gens qui manquent de compétences et qui vendent leurs produits très chers. Malheureusement, il y en a beaucoup. Enfin, moi, je suis dans une thématique où c'est rempli. Enfin, voilà, on trouve des gens très bien, mais on trouve aussi des gens il y a des requins qui vont vendre très très cher des conseils qui sont vraiment merdiques. Et le problème, c'est que comme les gens débutent en blogging, ils savent pas faire la différence entre les deux. Maintenant, encore une fois, si toi, tu es capable d'aider les gens et que ton prix est juste, il faut pas avoir peur. Il n'y a pas de raison objective de pas vouloir vendre quoi que ce soit. Coaching, formation, e-book, peu importe. Si jamais, admettons, là, il y a un grand débutant qui arrive et qui dit, bon, bah voilà, je veux créer des blogs, je veux voir comment on monétise ça, etc. Ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais, la route la plus rapide, entre guillemets, qu'il pourrait suivre? Alors, la première question à se poser quand on démarre, elle évite beaucoup d'erreurs, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais vendre? Parce que, par exemple, tu as des gens, ils sont passionnés par les soldats de plomb, ils font des blogs sur les soldats de plomb, et puis 2 ans après, ils se disent qu'est-ce que je peux vendre, et ils ne savent pas quoi vendre. Okay. Donc, la première question à se poser, c'est voilà, est-ce que je pourrais vendre quelque chose dans cette thématique? C'est facile à voir, il suffit de voir s'il y a des concurrents qui parlent à peu près des mêmes sujets, qui eux vendent déjà des choses. Ça va t'aider pour ton positionnement, etc. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce que je peux amener dans cette thématique qui fait que les gens vont préférer lire mon blog ou regarder ma chaîne YouTube. Là, la réponse, elle est aussi très simple. Finalement, la seule raison objective qui fait qu'on va lire un blog ou regarder une chaîne YouTube plutôt qu'une autre, au final, c'est la qualité du contenu. La seule raison qui fait qu'on me lit plutôt qu'un autre, c'est parce que mon contenu est meilleur qu'un autre. D'accord ? Donc, ensuite, il faut se dire, OK, comment je fais pour produire ce contenu de qualité? Est-ce que je dois apprendre à écrire? Quelles sont les compétences qui me manquent? Là, derrière, il faut se former. Donc, identifier le potentiel business, bien réfléchir à son positionnement, comprendre l'importance de la qualité. Et l'étape suivante, et ça c'est fondamental, c'est de construire sa liste en premier. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leur blog, ils sont tout contents et ils se mettent à publier plein d'articles. Le problème, c'est que personne ne sait que le blog existe. Donc les articles ne sont pas lus et c'est très décourageant et les gens finissent par abandonner. Alors que si tu as une optique inverse, si tu te dis, OK, je vais juste créer un bonus, un guide gratuit, je vais envoyer du trafic vers cette page, je vais construire ma liste avec des articles invités, je sais pas, de la pub Facebook, des concours, enfin il y a plein de stratégies pour envoyer du monde là-dessus. Que les gens s'inscrivent, à partir du moment où tu commences à atteindre 500 inscrits, 500 ou 600 inscrits, pardon, tu vas pouvoir publier tes premiers articles chez toi et avoir là tout de suite des lecteurs, des commentaires, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Tu vois, j'ai été contacté par une blogueuse la semaine dernière. Son blog et le mien, ils ont à peu près le même âge. Elle doit avoir 5 ou 6 fois plus d'inscrits, 5 ou 6 fois plus d'articles que moi, mais elle a quasiment pas d'inscrits. Cette personne, en fait, elle se contente chaque jour de publier un article qui est pas bon, mais elle fait pas de promotion de contenu, personne ne sait que son blog existe. Donc c'est extrêmement décourageant, tu vois. Donc c'est vraiment important. Le potentiel business, le positionnement, miser sur la qualité, construire sa liste en premier. Et après, une fois que tu as ton nombre d'inscrits de 500, 600, tu commences à publier chez toi, tu fais grandir, et arrive à 1000 inscrits, tu vends tes coachings. Comment tu as appris tout ce que tu sais sur le web marketing? Parce que tu sais beaucoup de choses. Où est-ce que tu as acquéri toutes ces connaissances? Est-ce que tu as appris par toi-même en faisant des tests? Est-ce que tu as lu beaucoup de livres? Si c'est le cas, cite-nous quelques livres qu'on peut lire aussi. Bien sûr. Alors, de toute façon, quand tu veux apprendre quelque chose, quel que soit le domaine, tu n'as que 2 façons de le faire. Soit en expérimentant, soit en te formant. D'accord ? Donc, pour l'expérimentation, moi, je blogue depuis 2010 en mode loisir, mais depuis 2013, c'est mon job à plein temps. Donc, moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis résident français. Et en tant que résident français, je paye beaucoup d'impôts, donc je ne peux pas faire n'importe quoi.
Donc je suis obligé toujours de prendre des décisions business qui sont justes, etc., etc. Je peux pas me dire de toute façon je paierai pas d'impôts, je vis dans des pays low cost, donc peu importe la qualité, etc., etc. Donc ça, cette contrainte, elle est selon moi fondamentale. Donc pour revenir à ta question, parce que je m'éloigne un petit peu, j'ai lu beaucoup de bouquins marketing, j'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai lu quelques blogs aussi qui m'ont aidé. Par exemple, t'as un blog comme Copyblogger aux États-Unis qui m'a beaucoup aidé sur la qualité de contenu, qui est vraiment très bien fait, sur lequel je retourne de temps en temps. En francophone, il n'y a pas énormément de monde que je regarde. J'avais à ses débuts une vraie tendresse pour Jean Rivière, mais ça a changé. Enfin, il a amené beaucoup de fraîcheur. Alors là, je parle vraiment de dinosaures, hein, parce que je parle d'une époque qui remonte déjà à très longtemps. Mais quand il est arrivé, c'est le premier vraiment qui a dépoussiéré le truc. Et c'est lui qui a montré que il était possible de créer de nombreux produits dans la même thématique et de vivre avec une petite audience. Et c'est vraiment le plus qu'il a amené. Il faut lui rendre ça. C'est vraiment à mettre à son crédit. Et donc à mes débuts, il m'a pas mal aidé, même si j'aime moins ce que c'est devenu maintenant. Mais après, je dois dire que dans le blogging francophone aujourd'hui, je lis personne. Du moins dans le web marketing, il y a des gens qui font des choses très bien, mais ils sont pas dans le MMO, ils sont pas dans le make money online. Il y a des gens en francophone qui bloguent pas mal. Mais voilà, donc en termes de lecture, je pense que lire quelques bouquins de Seth Godin, c'est important. Par exemple, Permission Marketing, c'est celui vraiment qui t'explique l'importance d'avoir une liste, de créer une liste, de créer du lien avec l'audience. Un bouquin qui m'a aussi beaucoup aidé pour améliorer la qualité de mon écriture, c'est Écriture mémoire d'un métier de Stephen King. Donc Stephen King, c'est l'auteur de romans fantastiques. Et à un moment, il a eu un accident, il s'est retrouvé à l'hôpital et il s'est dit, je vais écrire un bouquin pour aider les gens à mieux écrire. Et c'est vraiment un bouquin qui est très bien fait. Et puis après, j'achète de temps en temps des bouquins marketing, quoi. J'en lis de temps en temps. Mais après, tout le reste, c'est aussi beaucoup les échecs. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai un blog sur lequel je me suis planté sur le positionnement, ça m'a servi de leçon. Il y a des blogs que j'ai essayé de monter sans avoir de liste. Donc, je publiais, j'avais pas de lecteurs, ça me décourageait, j'abandonnais. Donc après, je me suis dit, je vais faire grandir la liste en premier. Voilà, les erreurs, c'est nécessaire. Maintenant, tu as aussi beaucoup de gens qui veulent réussir leur projet blogging du premier coup. C'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air. Donc, à mon avis, être bien formé, ne pas avoir peur d'investir dans les formations, c'est quand même utile. Est-ce qu'à tes débuts, tu as subi un petit peu ce syndrome de l'imposteur, etc. Parce que non, je me doute que c'est plus trop le cas si jamais ça l'a été. Mais est-ce que tu as douté un petit peu de toi à certains moments? Est-ce que tu t'es dit, oui, je sais pas trop si c'est la bonne voie? Ou t'as toujours été sûr que t'étais sur le bon chemin et qu'il fallait juste que tu t'améliores? Non, t'es jamais sûr, hein. Moi, quand j'ai vraiment décidé de monétiser et d'en vivre, j'étais dans une situation personnelle difficile parce que je venais d'être licencié et j'avais une carrière qui avait une progression intéressante. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté de façon très brutale. Et donc, la veille de mettre en vente et de publier ma première page de vente et d'envoyer un email à ma liste, j'ai pas bien dormi parce que je me suis dit, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Parce que voilà, c'était ça ou je sais pas. Donc j'avais quand même une grosse pression. Je peux pas dire que j'y suis allé en sifflotant en me disant c'est cool, de toute façon ça va marcher et tout. Il y a une part de moi qui me disait ça va marcher, mais t'as toujours une sacrée part de doute. Et même si aujourd'hui je l'ai moins, je suis désolé, il y a le téléphone qui sonne, c'est pas grave. Attends, ça va s'arrêter dans une minute. Vive le montage. Voilà, vive le montage. Donc non, au début, j'ai douté. Aujourd'hui, moins évidemment parce que j'ai l'expérience, mais je pense que c'est comme dans tout. Hein. Rappelle-toi, le premier jour dans n'importe quel boulot, peut-être pas forcément super à l'aise, et puis au bout de quelques mois, quelques années, tu commences à te dire là, je maîtrise un peu l'activité, quoi. Il n'y a pas de différence. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu une de tes journées types, comment ça s'organise quand on est blogueur à plein temps comme toi? Ouais. Alors, dans l'idéal, parce que moi je suis quelqu'un. Alors moi j'ai un problème, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien procrastiner et je suis quelqu'un je suis très conceptuel. Donc moi, si tu veux, je peux rester assis sur ma chaise à refaire le monde, seul plongé dans mes pensées. Le problème, c'est que ça fait pas vraiment avancer le schmilblick.
Donc moi, j'essaye de me tenir un maximum à des routines. Donc ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une journée de création de contenu, une journée de création de contenu payant, et puis après une journée de création de page de vente, et puis après une journée où je vais éditer tout ça. Alors la journée type en général c'est quoi? Mes enfants partent à l'école et on va dire à 8h30, 9h moins le quart, je commence par traiter mes emails parce que je trouve que c'est important de répondre aux gens qui posent des questions, etc. Donc je traite mes emails, je réponds aux gens, ça me prend entre 15 et 30 minutes, ça dépend de la quantité de messages. Une fois que j'ai fait ça, j'attaque ma création de contenu, donc soit je rédige, soit j'enregistre quand je veux faire un podcast ou une vidéo que je mets sur ma chaîne, soit je crée mon produit payant. Et puis, en général, j'arrête de bosser vers 15h30. Alors, ce qui est rigolo avec le blogging, c'est que plus tu avances et moins ça prend de temps. C'est-à-dire qu'au début, tu vas passer beaucoup de temps à lancer la machine, à te faire connaître. Donc, au début, c'est beaucoup de travail. Mais quand tu commences à avoir une grosse liste, si tu veux, t'as plus de travail de promotion Quand à tu faire. dis au début, ça prend combien de temps à peu près? Ah, parce que t'es dedans là, ouais. Ouais, un petit peu. Je veux savoir quand est-ce que ça s'arrête. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Au début, il faut créer ta liste d'inscrits. Donc, faire de la promotion de contenu, c'est vraiment long. Il faut créer tes produits. Puis tu t'as pas encore l'expérience en rédaction. Donc, je sais pas. Je pense que la première année, c'est quand même pas mal de taf. Mais moi, aujourd'hui, je travaille, on va dire, de 8h à 15h, 4 jours par semaine. Enfin voilà, j'ai beaucoup de temps pour moi. J'ai beaucoup de temps pour moi, donc c'est une vie très agréable, qui a aussi ses mauvais côtés. Il faut pas non plus tout enjoliver, mais voilà, quand ça fonctionne, quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu sais comment faire, ça demande quand même. Enfin, il y a des métiers bien plus pénibles que celui-ci, quoi. Oui, c'est clair. Pour conclure cette interview, est-ce que tu pourrais nous donner 3 de tes meilleurs conseils pour les blogueurs qui sont dedans et qui veulent développer leur business, qui sont encore dans le doute ou t'étais peut-être un petit peu à tes débuts? Bien sûr. Alors le premier conseil, il paraît un peu bateau, mais c'est d'oser le faire. Moi, avec le recul, je me suis rendu compte que, comme beaucoup de monde, j'avais envie de me lancer, j'avais envie d'entreprendre, mais je le faisais pas parce que t'es un peu paralysé par des fausses peurs, des fausses croyances. Tu dis comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour payer mes factures. En fait, le truc, c'est de pas démissionner et tout plaquer. Enfin, moi, je me suis retrouvé licencié, donc j'avais pas le choix. Mais honnêtement, la chose intelligente, c'est de monter un blog en parallèle de son activité professionnelle et un jour de faire la bascule. D'accord? Donc, se dire que c'est possible, c'est super important. Passer à l'action, c'est super important pour enfiler petit à petit le costume d'entrepreneur et puis être simplement un rêveur, tu vois. Donc, s'y intéresser, écouter des vidéos, c'est bien, mais agir, c'est quand même beaucoup plus efficace. La deuxième chose, c'est travailler votre positionnement. Réfléchissez vraiment au potentiel business, réfléchissez vraiment à ce que vous pouvez apporter par rapport aux concurrents. C'est pas grave s'il y a déjà des gens qui sont en place, c'est pas grave s'il y a des gens qui ont déjà des grosses listes et qui ont l'air de tout monopoliser. Il y a toujours un moyen, il y a toujours un regard, il y a toujours une patte, une touche que vous pouvez apporter. Moi, quand je suis arrivé dans le web marketing, il y avait plein de gens beaucoup plus gros que moi. Aujourd'hui, je fais partie des blogs qui tournent bien. Pourquoi? Parce que j'ai mis l'accent beaucoup sur la qualité de contenu et en essayant de créer du lien avec mon audience. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire dans plein de thématiques. Il y a des tonnes de thématiques où franchement, les gens ils se reposent sur leur laurier, ils font n'importe quoi. Donc si vous êtes malin, si vous avez vraiment envie d'aider votre audience, vous trouverez un chemin. Et enfin, le dernier conseil, et celui-là aussi est vraiment important, j'ai déjà dit, c'est de penser à d'abord créer sa liste avant de publier chez soi, pour avoir des lecteurs dès le début, des partages dès le début et pas être vraiment dans la galère, dans cette phase qu'on appelle la traversée du désert, qui est juste une plaie. La traversée du désert, c'est très facile à éliminer. Il suffit de commencer par faire 50 articles invités, un concours, de la pub Facebook, peu importe, et vous aurez tout de suite des lecteurs dès votre premier article. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations très précieuses que tu as accepté de partager avec nous. Merci à toi. Je redirige tout le monde vers ton blog. Et encore merci André pour le temps que tu m'as accordé. Le mot de la fin, je t'écoute. Non, mais écoute, c'était un plaisir. En tout cas, je te souhaite bonne réussite pour ton projet, Mélanie.
like to love you, love you. I'd like to love you, love you.